Depuis sa création en 1948, le Courrier de l'UNESCO sert de tribune aux écrivains, aux artistes et aux intellectuels du monde entier. Les grands entretiens du Courrier poursuivent cette tradition en donnant la parole à des auteurs, des penseurs et des scientifiques d'aujourd'hui. Des rencontres au long cours avec celles et ceux qui disent le monde tel qu'il va. Aujourd'hui, rencontre avec l'écrivain japonais Akira Mizubayashi, un podcast signé Agnès Bardon et réalisé par Emmanuel Rudowski. Dans un premier volet des grands entretiens du Courrier, l'écrivain japonais de langue française, Akira Mizubayashi, est revenu sur ses années de formation et son rapport avec sa langue d'adoption. Dans ce deuxième podcast, il évoque son œuvre de fiction et les rapports intimes qu'il entretient avec la musique classique au cœur de son œuvre. Dans la première partie de cet entretien, vous avez évoqué votre parcours et vos premiers livres qui étaient des récits. Comment s'est opéré le passage à la fiction ? C'est vrai que je n'ai jamais écrit de fiction en japonais. J'ai écrit 6 ou 7 livres en japonais, tous des livres de critique littéraire, donc réflexions un peu savantes et académiques sur le siècle des Lumières, sur des écrivains du XVIIIe siècle. Donc je n'ai jamais écrit de fiction en japonais. Et un jour, j'ai osé m'aventurer sur ce terrain-là en français. Comment ça s'est passé ? Alors, donc j'ai écrit Une langue venue d'ailleurs d'abord, pour la collection L'un et l'autre. C'est un essai. J'avais déjà une idée assez précise sur mon deuxième livre, qui est Mélodie. Mélodie, c'est une chienne avec qui j'ai vécu 12 ans et 3 mois. Et après sa disparition, elle revenait me voir chaque nuit. Elle était extrêmement présente dans mes rêves et dans mes rêveries aussi. Donc, il fallait que j'écrive quelque chose. Donc, j'ai écrit Mélodie, que M. Pontalis a énormément aimé. Donc, Mélodie a été publiée. Ensuite, après ce livre, je voulais écrire un livre sur Mozart, qui est un grand amour pour moi, toujours en pensant à la collection L'un et l'autre. Mais M. Pontalis nous a quittés prématurément, et j'avais déjà quelques idées sur mon livre sur Mozart. Évidemment, donc je l'avais conçu comme une sorte d'essai narratif destiné à la collection L'un et l'autre. Mais avec la disparition de M. Pontalis, cette collection L'un et l'autre, qu'il considérait comme une partie de son œuvre, a été fermée. Donc ma destination a changé. Ma destination, c'était maintenant la collection blanche. La collection blanche, ce sont des romans essentiellement. Donc je me suis dit, il faut que je change de genre. Et c'est comme ça que j'ai décidé de transformer en quelque sorte mon idée de faire un essai sur Mozart, transformer ce projet en un projet romanesque, écrire donc un livre qui est un hommage à ce compositeur absolument... Moi, je n'ai pas de mots pour lui. Écrire un roman autour de lui, précisément autour des Noces de Figaro. Comment concevoir un roman, un hommage à Mozart et en particulier aux Noces de Figaro. Voilà, c'est comme ça que je suis passé tout doucement à la fiction romanesque, et j'y reste. La musique, vous l'avez dit à plusieurs reprises, vous venez de le mentionner, joue un rôle très important dans votre vie. Elle occupe une place importante dans vos livres, non seulement dans le récit, mais aussi dans la composition que vous en faites. Écrire, c'est composer ? C'est une autre façon de composer ? Ah oui, tout à fait, c'est composer. Oui, c'est pour moi, écrire un roman, c'est un peu composer un morceau de musique. C'est ce que j'imagine.
j'imagine que ça se passe comme ça dans la tête d'un compositeur, ou ça se passait en tout cas dans la tête des compositeurs que j'aime, puisque il y a un compositeur, que ce soit Mozart, Beethoven, Brahms, il y a des thèmes qui sont posés. Parfois, un thème est brutalement posé dès le départ, comme dans la troisième symphonie de Beethoven. Dès le début, le premier thème est posé. Parfois, dans d'autres livres, le compositeur avance à tâtons, il cherche la naissance d'un thème, et puis, après une attente plus ou moins longue, on assiste à l'apparition d'un thème. C'est le cas de la deuxième symphonie de Beethoven, ou la quatrième aussi. Donc on pose des thèmes, et des thèmes donnent lieu à des variations. Ce sont des thèmes qui sont posés, mais qui reviennent plus tard sous d'autres formes, et reconnaissables. Et d'ailleurs, j'aime ce genre qu'on appelle variation. Par exemple, variation Goldberg de Bach, variation selon un thème de Haydn de Brahms. On pose un thème et puis on donne des variations. C'est une façon de dire une chose tout à fait contradictoire et paradoxale, c'est-à-dire affirmer à la fois l'identité et la différence. On reste à l'intérieur du même thème, mais on tisse à partir de ce thème une infinité de différences. Et c'est une idée qui me plaît parce que j'aime, dans mes livres, il y a des thèmes que j'aborde. Et ces thèmes, j'aime retrouver ces thèmes que je pose. Et pour moi, les thèmes que je retrouve plus tard, parfois 100 pages plus tard, ou 150 pages plus tard, tout à fait, je pose un thème au début, et je le reprends à l'autre extrémité du livre. Ça m'arrive, ça. Et même à l'intérieur du récit, à différents moments du récit, j'essaye de retrouver les thèmes que j'ai posés précédemment, et je crois que c'est un souci musical. C'est le retour d'un thème sous une autre forme, et quand je réussis à faire ça, c'est un moment de plaisir. Donc je ne sais pas, c'est peut-être totalement différent chez les compositeurs, mais en tout cas, le travail de composition musicale tel que je l'imagine est un peu comme ça. Je me trompe sans doute, mais je me suis fait une idée de la composition musicale que je transpose en quelque sorte dans mon travail d'écriture. Et c'est une manière de concevoir un récit, une œuvre qui m'aide à travailler. Est-ce que vos livres écrits en français ont été traduits en japonais ? Non, pas du tout. J'existe d'une certaine façon au Japon comme professeur de langue et littérature française, comme auteur d'un certain nombre de livres plus ou moins importants. J'existe en tant que chercheur, professeur, mais je n'existe pas du tout en tant qu'auteur ou en tant qu'écrivain d'expression française. Je suis un être presque totalement inconnu sur ce terrain-là. Je dis presque parce qu'il y a un roman qui a été traduit en japonais, c'est Âme brisée. Âme brisée existe en japonais depuis 2021, mais le traducteur, c'est moi. Et ça ne m'intéressait pas de traduire mes livres. Bien sûr, s'il y a quelqu'un qui veut traduire
euh, un de mes livres, j'accepterai volontiers. Mais pour moi, traduire ce que j'ai écrit en français, ça m'a paru toujours une tâche extrêmement difficile parce que ce sont des livres qui ont été conçus directement en français sans passer par la médiation de la langue japonaise. Donc, je pense que si je décidais maintenant de traduire ou de décrire, de traduire un de mes livres qui existe en français, je serais tenté de me traduire, de me trahir, de, de m'écarter de ce qui a été écrit en français, puisque j'ai la possibilité d'écrire directement en japonais aussi. Donc je me sentirais écartelé entre le désir d'écrire à partir de zéro et le devoir de traduire ce qui est déjà écrit. Mais j'ai accepté de traduire un brisé en tant que traducteur, donc tout en essayant de rester fidèle à la lettre du livre, puisque, c'était sur la demande un producteur de film qui voulait qu'un cinéaste japonais fasse un film à partir de ce roman. Je ne pense pas qu'il y ait des cinéastes japonais qui lisent avec facilité la langue française, donc il fallait que ce soit traduit en japonais, et dans un premier temps, ce travail de traduction a été confié à une traductrice, je crois, une japonaise, qui n'est pas spécialement spécialiste de la traduction, mais à un moment donné, il y a une autre personne, une Française, qui m'a conseillé d'assurer la traduction moi-même, puisque si c'est moi qui traduis ce roman, la traduction peut être éditée par une maison d'édition japonaise. Et ça s'est passé comme ça. Donc un brisé existe en japonais, et seulement ce livre. Dernière question, est-ce que vous vous considérez comme un passeur entre la culture japonaise et française, ou c'est pas le propos? C'est pas du tout dans cette intention-là que je suis parti dans l'écriture en français. C'est pas du tout en pensant que je vais faire... Il y a des Japonais qui ont cette conscience-là dans divers domaines, la cuisine japonaise, la peinture, etc. Dans mon cas, c'est pas du tout en voulant jouer le rôle de passeur que j'ai décidé d'écrire en français. Cela dit, je suis japonais, un japonais, comment dire, un japonais pur, entre parenthèses, puisque je suis né de parents japonais, et dans la généalogie familiale, il n'y a aucun étranger, d'après ce qu'on m'a dit. Je suis né de parents japonais qui ne connaissent pas un mot de français. J'ai grandi au Japon. J'ai été scolarisé presque entièrement en japonais. J'ignorais la langue française jusqu'à mon entrée dans mes études supérieures. Donc, je suis profondément japonais. En moi, la langue japonaise est inscrite verticalement, comme je dis dans une langue venue d'ailleurs. Je vis avec des souvenirs japonais, avec des souvenirs familiaux, des souvenirs d'amitié, des souvenirs sociaux, etc. Parce que ma vie est cassée en deux, brisée en deux en quelque sorte. J'ai existé seulement en japonais jusqu'à l'âge de 19 ans. Après, j'existe en
en français et en japonais. Donc, forcément, je porte un vêtement ou des vêtements culturels japonais ou d'origine japonaise. Dans mes romans, le Japon est très fortement présent. Je ne peux pas faire autrement. Je vis à la fois en japonais et en français, et le Japon qui s'est ouvert vers le monde occidental en 1868, avec l'ouverture de l'époque Meiji, c'est un pays qui a introduit énormément d'éléments de culture européenne. Donc, je suis doublement déterminé par l'histoire, par mon histoire personnelle qui fait que j'existe par le truchement de ces deux langues, mais je suis déterminé par la double dimension de mon pays qui a décidé de s'ouvrir vers le monde occidental. À mon insu, à mon avis, nécessairement, et indépendamment de mes intentions et de mes désirs, il y a des éléments japonais, des éléments de l'esthétique japonaise, des éléments de la culture proprement japonaise, des éléments certainement de la sensibilité linguistique japonaise. Tout cela, que je ne maîtrise pas 100%, doit transparaître dans mes livres en français. Donc, à mon insu, je suis certainement une sorte de passeur entre les deux cultures. Mais je n'ai pas cette prétention, disons, diplomatique. Je ne suis pas là pour dire aux autres que je me définis en tant que passeur. Non. Mais dans mes livres, il y a nécessairement des choses qui reviennent de loin, de mon passé et du passé de mon pays. Merci beaucoup Akira Mizubayashi. L'intégralité de cet entretien est à retrouver dans le numéro de juillet 2023 du Courrier de l'UNESCO et sur le site du magazine.